L'agent de police Richard Dubois fixe. Incrédule, l'insigne fédéral qui scintille sous les lumières fluorescentes. L'homme qu'il vient d'humilier lui sourit calmement. L'agent spécial du FBI Marc Duval et ce commentaire raciste que vous venez de faire. Tout a été enregistré. Le monde de Dubois commence à s'écrouler instantanément. Avant de plonger dans cette histoire choquante de justice et de responsabilité. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez déjà été témoin de quelqu'un obtenant exactement ce qu'il méritait. Et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires vraies incroyables de justice rendue. Maintenant, remontons le temps pour voir comment cette confrontation a commencé et ce qui se passe quand un policier corrompu s'en prend à la mauvaise personne. Le centre commercial des Halles à Paris bourdonnait d'acheteurs en ce samedi matin ensoleillé. Familles et individus naviguaient dans les couloirs bondés à la recherche de bonnes affaires et de nécessités. Parmi eux marchait l'agent de police Richard Rick Dubois, 45 ans et 20 ans de carrière dans la police. Un vétéran décoré de la préfecture de police de Paris qui se tenait avec l'assurance indéniable de quelqu'un habitué à l'autorité. Bien que hors service et vêtu de vêtements civils, Dubois ne quittait jamais sa maison sans son insigne et son arme de service dissimulée sous sa veste en cuir. Le métal pressant contre son flanc comme un rappel constant du pouvoir qu'il exerçait dans cette ville. L'agent se déplaçait dans la section de luxe du niveau supérieur avec une nonchalance exercée. Ses yeux scannant constamment les visages et les comportements, incapable d'éteindre les instincts devenus une seconde nature au cours de 2 décennies de patrouille. Ce que les acheteurs autour de lui ne pouvaient pas voir, c'était la corruption qui avait lentement infecté la carrière de Dubois, les préjugés raciaux qui guidaient ses suspicions, ou le réseau d'arrangements illicites qui complétait son salaire de policier. Son attention se porta soudainement sur un homme noir de grande taille debout devant la vitrine des montres Louis Vuitton. Examinant les garde-temps avec une attention méticuleuse, le docteur Marc Duval, 37 ans, avait dégagé du temps de son emploi du temps exigeant de neurochirurgien à l'hôpital européen Georges Pompidou pour trouver le cadeau d'anniversaire parfait pour sa fille de 16 ans. Amara, avec son chino impeccable, sa chemise bleue boutonnée et ses lunettes à monture métallique, Marc incarnait la réussite professionnelle, respecté non seulement dans les cercles médicaux, mais aussi en tant que leader communautaire qui intervenait fréquemment dans des programmes pour jeunes dans les quartiers sud de Paris. Alors que Marc se penchait pour inspecter un chronographe particulier, posant des questions détaillées aux vendeurs sur ses spécifications, l'expression de Dubois se durcit. Quelque chose dans la scène déclencha les préjugés profondément enracinés de l'agent. Cette suspicion familière mais irrationnelle qui éclatait chaque fois qu'il voyait une personne noire dans des espaces qu'il jugeait inconsciemment inappropriés pour eux. Sans hésitation, Dubois s'approcha, se positionnant directement dans le champ de vision de Marc. Sa posture large et intimidante. « Excusez-moi, monsieur ?» l'interrompit Dubois, sa voix portant le tranchant autoritaire développé au fil des années d'arrêt routier et de confrontation. « Ça vous dérangerait de me montrer les reçus des sacs que vous transportez ?» Marc se redressa, surpris par l'interruption, prenant conscience du petit public qui se formait autour d'eux alors que les acheteurs sentaient la confrontation imminente. Plusieurs passants avaient déjà levé leur téléphone, enregistrant l'interaction qui semblait de plus en plus inappropriée. « Puis-je vous demander pourquoi ?» répondit Marc calmement, sa voix mesurée malgré l'embarras public qui montait en lui. Les yeux de Dubois se plissèrent alors qu'il regardait Marc de haut en bas avec une lenteur délibérée. « Juste pour s'assurer que tout est en ordre. Quelqu'un comme vous examinant des montres chères dans cette section. Ça ne ressemble pas vraiment à votre place. Si vous voyez ce que je veux dire. » Le langage raciste codé plana dans l'air, indéniable pour quiconque était à portée de voix. Le vendeur derrière le comptoir se déplaça inconfortablement, mais ne dit rien, des années d'expérience dans la vente lui ayant appris la douloureuse leçon que confronter des figures d'autorité apportait souvent plus de problèmes que de résolutions. Marc maintint un calme remarquable, son expression ne trahissant qu'une légère lueur de l'humiliation et de la colère qui montait sous son vernis professionnel. Il tendit lentement la main vers sa poche arrière pour son portefeuille. Un mouvement qui déclencha les instincts agressifs de Dubois. D'un mouvement fluide, l'agent saisit le bras de Marc et le poussa rudement contre le comptoir des bijoux, faisant tomber une présentation de bracelets de montre. « Main où je peux les voir !» aboya Dubois, tendant la main vers son insigne dissimulé. Le centre commercial éclata en halètement et en protestation alors que Marc se retrouvait plaqué contre la vitre. Son reflet le fixant aux côtés du visage renfrogné de Dubois. « Agent, je cherche mes papiers d'identité », déclara Marc clairement, sa formation médicale l'aidant à garder le contrôle même si l'adrénaline se répandait dans son système. « Et vous devriez savoir que toute cette interaction est enregistrée par plusieurs témoins. » Dubois maintint sa prise, mais permit à Marc d'extraire lentement son portefeuille avec sa main libre. Au lieu du permis de conduire attendu, Marc révéla une carte d'identité différente, une qui glaça le sang de Dubois. « Je suis le docteur Marc Duval », dit-il, sa voix baissant pour s'assurer que seul Dubois puisse entendre la suite. Neurochirurgien certifié et, depuis 3 mois, consultant spécial auprès de la division des droits civiques du FBI. Enquêtant sur la corruption policière dans ce district.
Il laissa Dubois voir clairement les accréditations fédérales avant de les ranger. Aujourd'hui devait être mon jour de congé, mais il semble que je sois toujours en service. Dubois relâcha sa prise, reculant immédiatement alors que les implications s'abattaient sur lui comme de l'eau glacée. Les agents de sécurité du centre commercial, qui avaient commencé à s'approcher, s'arrêtèrent, incertains de la situation, car la dynamique avait clairement changé. Les acheteurs continuaient d'enregistrer, capturant l'expression de Dubois qui se transforma d'une confiance agressive en une réalisation stupéfaite. Marc redressa calmement sa chemise, ramassa ses sacs de course et fit un signe de tête au vendeur toujours sans voix. « Je reviendrai une autre fois », dit-il poliment avant de se tourner vers Dubois avec une intensité calme. « Agent Dubois, je crois que nous nous reverrons très bientôt. » Alors que Marc s'éloignait avec dignité, il sortit son téléphone et commença à passer un appel, laissant Dubois figé sur place, soudain effrayé par les rouages qui avaient été mis en mouvement par sa démonstration impulsive de préjugés et de pouvoir. Les racines de l'implication de Marc Duval avec le FBI remontaient bien avant sa rencontre avec l'agent Dubois. Ancré dans des expériences qui avaient façonné sa vision du monde depuis l'enfance. Ayant grandi dans le 18e arrondissement de Paris pendant les années 1990. Le jeune Marc avait été témoin de la relation compliquée entre les forces de l'ordre et son quartier majoritairement noir. À seulement 12 ans, il avait regardé depuis la fenêtre de son appartement des policiers plaquer son voisin. Monsieur Konaté, au bitume, le vieil homme, le visage pressé contre le trottoir malgré ses supplications qu'il s'était trompé de personne. Cette image s'était gravée dans la mémoire de Marc, la première de nombreuses occasions où il avait observé la nette différence entre la façon dont la police opérait dans son quartier par rapport aux quartiers aisés de l'autre côté de la ville où il fréquentait un lycée d'élite grâce à une bourse. Malgré ses premières expositions à l'injustice, Marc avait canalisé ses observations en détermination, excellant académiquement et obtenant une bourse complète pour l'université Paris-Descartes, où il étudiait la médecine. Même si son chemin professionnel prenait forme, le spectre du profilage racial restait un compagnon constant. Pendant ses années de premier cycle, la sécurité du campus l'avait arrêté 17 fois pour vérifier qu'il avait bien sa place. Malgré sa carte d'étudiant, pendant son internat à l'hôpital européen Georges Pompidou, des patients le prenaient parfois pour le personnel soignant plutôt que pour leur neurochirurgien. Et la sécurité l'avait une fois détenu alors qu'il tentait d'entrer dans le salon des médecins après avoir oublié son badge. Ces expériences accumulées s'étaient transformées en résilience plutôt qu'en amertume. Bien que le poids de devoir constamment prouver sa légitimité dans des espaces où ses collègues blancs se déplaçaient librement ait eu des répercussions. Ce qui a finalement cimenté la décision de Marc de rejoindre temporairement le groupe de travail du FBI a été l'arrestation injustifiée de son jeune frère Kevin il y a 2 ans. Kevin, un étudiant en BTS sans casier judiciaire, avait passé 4 nuits terrifiantes en prison après avoir été mal identifié par des agents du commissariat de Dubois. Ses protestations ignorées jusqu'à ce que Marc puisse naviguer dans le labyrinthe bureaucratique pour prouver son innocence. L'affaire a finalement été classée. Mais le mal était fait. Kevin a abandonné ses études, a développé une anxiété nécessitant un traitement professionnel et a déménagé à Lyon pour échapper à la peur persistante de la police parisienne. Lorsque l'agent spécial Diana Chen a approché Marc il y a 6 mois pour le consulter sur leur enquête sur la corruption systémique et les violations des droits civiques au sein de certains commissariats parisiens, son hésitation initiale a cédé la place à un sentiment d'objectif. Son expertise médicale pouvait aider à identifier des schémas d'abus physiques et d'enregistrement d'arrestation. Et sa position dans la communauté ouvrait des portes à des témoins qui se méfiaient des autorités fédérales presque autant que de la police locale. Alors que Marc se bâtissait une réputation comme l'un des meilleurs neurochirurgiens de Paris, Richard Dubois avait construit une carrière très différente, gravissant les échelons de la police, non par un service exceptionnel, mais par des relations stratégiques. Dubois avait appris tôt à naviguer dans la politique du département. Après seulement 5 ans, des rumeurs de sa main lourde lors des arrestations ont commencé à circuler. En particulier concernant les suspects noirs et arabes. Les plaintes déposées contre lui disparaissaient mystérieusement ou étaient classées sans suite pour preuves insuffisantes. Un schéma facilité par le lieutenant Leclerc, l'ancien partenaire de Dubois, qui dirigeait maintenant les enquêtes des affaires internes pour le district de l'Ouest parisien. À sa 10e année, Dubois était passé de la force excessive à une corruption plus lucrative, offrant une protection à certaines entreprises en échange de paiements mensuels, informant les trafiquants de drogue des raids à venir pour un pourcentage de leurs profits, et occasionnellement plaçant des preuves pour obtenir des condamnations qui augmentaient les statistiques du département. Son commissariat, sous le commandement du commissaire Martin, maintenait un taux d'arrestation 20% plus élevé que tout autre à Paris. Des statistiques qui lui valaient des félicitations des autorités municipales qui soit ne savaient pas, soit ignoraient délibérément comment ces chiffres étaient atteints. Le groupe de travail du FBI, opérant sous le nom de code opération Bouclier Propre, enquêtait sur le commissariat de Dubois depuis 11 mois avant que Marc ne les rejoigne en tant que consultant.
Leurs preuves pointaient vers un réseau d'au moins 14 agents engagés dans diverses formes de mauvaise conduite. Protégés par des fonctionnaires de rang et même certains membres du parquet. L'agent Chen avait montré à Mark des dossiers d'affaires, y compris des photographies de Dubois au début de l'enquête. C'est pourquoi Mark a instantanément reconnu l'agent au centre commercial, tandis que Dubois ne voyait qu'un autre homme noir à harceler. 2 heures après l'incident du centre commercial, Mark était assis en face de Diana Chen dans un bâtiment fédéral anonyme du centre-ville. L'enregistrement de la rencontre diffusé sur son ordinateur portable. L'agent Chen, une vétéran disciplinée avec 15 ans d'expérience au sein du bureau, fronça les sourcils alors que la voix de Dubois utilisait clairement un langage à connotation raciale avant d'escalader physiquement la situation. Il nous a offert un cadeau, dit-elle, mettant la vidéo en pause. Harcèlement non provoqué avec une motivation raciale claire. Détention physique sans motif. Tout cela pendant que vous travailliez littéralement en tant que consultant fédéral. Le procureur des États-Unis va adorer ça. Mark enleva ses lunettes. Frottant l'arête de son nez où la manipulation brutale de Dubois avait laissé une petite ecchymose. Il fait partie du réseau que nous enquêtons, n'est-ce pas? Pas juste un bigot aléatoire avec un insigne. Diana hocha la tête, ouvrant le dossier de Dubois sur sa tablette sécurisée. Richard Dubois, 45 ans, 20 ans avec la police de Paris. Il ne fait pas seulement partie de la corruption. Mark, nos informateurs confidentiels suggèrent qu'il est un distributeur clé qui gère les pots de vin entre les agents et leurs diverses sources de revenus. Nous construisons une affaire depuis des mois, mais obtenir des preuves concrètes a été difficile. Mark examina ces informations, les reliant au schéma qu'il avait remarqué dans les dossiers médicaux des personnes arrêtées du commissariat de Dubois. Donc, cette confrontation personnelle pourrait être notre porte d'entrée. Utilisez sa réaction à mon égard comme levier. Précisément, confirma Diana, son expression sérieuse, mais cela comporte des risques. Une fois que Dubois réalisera qui vous êtes et qu'il est potentiellement exposé, tout le réseau pourrait se serrer les coudes ou pire, s'en prendre directement à vous. Ces agents ont des ressources, des connexions, et le plus préoccupant, ils opèrent sous couvert de la loi. Mark pensa à sa fille Amara, à ses patients qui dépendaient de lui, à la vie qu'il avait construite grâce à des années de dévouement. Participer à une enquête en coulisses était une chose. Devenir une figure centrale dans la confrontation avec des policiers corrompus en était une autre. J'ai besoin que vous soyez absolument certain, continua Diana, le regardant attentivement. Dubois connaît maintenant votre visage et il va commencer à creuser. Notre construction d'arrière-plan est solide, mais ces agents savent comment exercer des pressions de manière à ne pas laisser de preuves. Votre famille pourrait faire face au harcèlement. Votre réputation professionnelle pourrait être attaquée. Plutôt que de le dissuader, ces avertissements renforcèrent la résolution de Mark. Mon frère a passé 4 nuits en prison parce que des agents de ce commissariat n'ont pas pris la peine de vérifier son identité avant de l'arrêter, dit-il calmement. Combien d'autres, sans mes ressources ou mes relations, ont vu leur vie détruite? Je suis partant, mais j'ai besoin que votre équipe assure la sécurité de ma fille. Diana hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Nous organiserons des mesures de sécurité appropriées sans que cela soit évident qu'elle est protégée. En attendant, Dubois a déjà commencé à se renseigner sur vous. Notre surveillance a détecté ses recherches dans les bases de données il y a 1 heure. Il consulte vos dossiers de permis de conduire, vos informations de propriété, et essaie même d'accéder à vos informations de licence médicale. Mark n'était pas surpris, mais la rapidité de la réponse de Dubois confirma que l'agent reconnaissait la menace que leur rencontre représentait. Laissez-le chercher, dit Mark avec une détermination calme. Tout ce qu'il trouvera ne fera que le rendre plus effrayé de ce qu'il attend. Le véhicule de police banalisé apparut dans le rétroviseur de Mark, à seulement 3 rues de sa maison du 16e arrondissement, les lumières clignotant soudainement alors qu'il rentrait d'une longue journée de chirurgie et de consultation à l'hôpital. Ce qui avait commencé comme une intimidation au centre commercial 4 jours plus tôt était maintenant en train de dégénérer en confrontation directe. Exactement comme l'avait prédit l'agent Chen, Mark activa immédiatement l'enregistreur, déguisé en chargeur de téléphone branché sur sa console. Une précaution sur laquelle le FBI avait insisté après l'incident du centre commercial. Alors qu'il gara sa berline Mercedes sur le bas-côté, Mark garda les 2 mains visibles sur le volant, trop conscient de la rapidité avec laquelle les arrêts routiers impliquant des hommes noirs pouvaient devenir mortels. Par son rétroviseur latéral, il regarda l'agent Dubois s'approcher, des lunettes de soleil cachant ses yeux. Malgré l'heure tardive, une main posée sur son arme ou holster. Permis et carte grise, exigea Dubois sans préambule. Son ton ne dénotant aucune de la courtoisie professionnelle typiquement attendue lors d'un contrôle routier de routine. Puis-je vous demander pourquoi je suis arrêté? Agent Dubois? Mark demanda calmement, insistant sur le nom pour faire savoir à Dubois qu'il était pleinement conscient de qui l'avait ciblé. La mâchoire de Dubois se serra visiblement. Défaut de signalisation d'un changement de voix. Permis et carte grise. Maintenant, les 2 hommes savaient que la prétendue infraction était fabriquée. Mais Mark obtempéra, ses mouvements délibérément lents et annonçait alors qu'il récupérait ses documents.
Dubois les examina avec une minutie exagérée tandis que la caméra de bord de son véhicule de police enregistrait la rencontre sous un angle et l'appareil caché de Marc sous un autre. « Sortez du véhicule, docteur Duval, ordonna Dubois après plusieurs minutes tendues. Je crois détecter une odeur de cannabis. L'absurdité de l'affirmation selon laquelle Dubois pouvait sentir quoi que ce soit à travers des fenêtres fermées aurait été presque comique si les implications n'avaient pas été si graves. Alors que Marc sortait prudemment de sa voiture, il remarqua que Dubois les avait stratégiquement positionnés hors de la vue de la caméra de son tableau de bord. « Il semble que nous ayons des affaires inachevées du centre commercial, » dit Dubois. Sa voix basse mais intense. Les hommes intelligents savent quand oublier certaines rencontres pour leur propre bien. Marc maintint le contact visuel. Son expression neutre malgré la menace indubitable. « Agent, je crois que votre caméra corporelle enregistre cette conversation. N'est-ce pas ? Et je suis certain que vous avez signalé cet arrêt routier comme l'exigent les règlements. » L'expression de Dubois vacilla d'agacement face à la connaissance évidente des procédures policières de Marc. « Écoutez attentivement, » continua Dubois, s'approchant jusqu'à ce que moins de 30 cm les séparent. « Quel que soit le jeu que vous jouez avec vos amis fédéraux. Laissez tomber maintenant, vous avez une belle carrière. Une belle maison, une fille adolescente au lycée Louis-le-Grand. Ce serait dommage que quelque chose vienne perturber cette vie confortable. » La mention explicite d'Amara envoya un frisson à Marc. Mais des années à effectuer des chirurgies à haut risque lui avaient appris à compartimenter les émotions. Ce que Dubois ne réalisait pas, c'est que l'équipe de l'agent Chen surveillait cette rencontre depuis une camionnette banalisée garée à 50 mètres de là. Enregistrant chaque mot et prêt à intervenir si la situation dégénérait au-delà de l'intimidation verbale. « Je vais retourner à mon véhicule maintenant, » déclara l'agent Marc clairement. « À moins que vous ne me déteniez formellement pour une infraction réelle. » La réponse de Dubois fut d'appeler des renforts, sa radio crépitant alors qu'il demandait une autre unité pour une enquête sur des marchandises de contrebande potentielles. Lorsque Marc tenta d'objecter, Dubois lui ordonna de se rendre sur le trottoir pendant qu'il effectuait une fouille standard du véhicule. Ce qui suivit viola tous les protocoles du manuel du département. Dubois fouilla la voiture sans consentement ni cause probable, pour finalement en sortir un petit sac de poudre blanche que Marc n'avait jamais vu. « Eh bien, annonça Dubois à voix haute, projetant maintenant sa voix pour la caméra de tableau de bord qu'il avait précédemment évitée. Il semble que le bon docteur ait quelques explications à donner concernant cette cocaïne. Marc garda son calme, même si la fureur et l'incrédulité le traversaient. Ça n'était pas dans mon véhicule. Vous venez de planter des preuves. Agent Dubois, et toute cette interaction a été enregistrée. Dubois se contenta de sourire, sûr que sa parole aurait plus de poids dans le système qu'il avait navigué pendant 20 ans. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que l'équipe de surveillance du FBI avait capturé des images claires de lui retirant la drogue plantée de sa propre poche avant de la découvrir dans la voiture de Marc. La Mercedes fut saisie, et Marc se retrouva menotté à l'arrière du véhicule de patrouille de Dubois. L'expression satisfaite de l'agent visible dans le rétroviseur. « Avez-vous déjà été injustement accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait ? Commentez avec le numéro 1 si vous avez ressenti le sentiment d'impuissance d'être ciblé par quelqu'un abusant de son autorité. Ou le numéro 2 si vous avez la chance d'avoir évité un tel traitement. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes outré par les tactiques de Dubois. Et abonnez-vous pour voir comment la justice finit par rattraper ceux qui se croient au-dessus des lois. Que fera Marc maintenant que Dubois est passé du harcèlement à l'inculpation avec des preuves fabriquées ? Comment la communauté noire réagira-t-elle en apprenant qu'un médecin et leader communautaire respecté a été ciblé ? Et à quel point la corruption dans le réseau de Dubois est-elle vraiment profonde ? La nouvelle de l'arrestation de Marc se répandit rapidement dans les communautés du sud de Paris, suscitant une indignation immédiate. Kenza Traoré, une organisatrice communautaire de 32 ans qui avait travaillé avec Marc sur des programmes de mentorat pour jeunes, commença à mobiliser des manifestants quelques heures après avoir appris l'incident. Le docteur Duval a passé sa vie à en sauver d'autres, déclara-t-elle à la foule grandissante devant le commissariat où Marc était en cours de traitement. Maintenant, il a besoin de nous pour le sauver d'un système conçu pour criminaliser l'excellence noire. Alors que Marc fut finalement libéré sous caution grâce à son casier judiciaire vierge et sa position professionnelle, les dommages à sa réputation avaient commencé. Les reportages locaux présentèrent l'histoire comme celle d'un éminent chirurgien arrêté pour trafic de drogue, avec seulement une mention minimale de ses allégations de falsification de preuves. Pendant ce temps, l'agent Chen révéla à Marc que leur enquête avait découvert une corruption bien plus étendue que ce qui avait été initialement suspecté. Dubois n'opère pas seul, expliqua-t-elle lors d'une réunion sécurisée dans une chambre d'hôtel passée au peigne fin pour détecter tout système de surveillance. Nous avons identifié des liens avec au moins 3 lieutenants, un commissaire et 2 fonctionnaires du parquet. Ils se protègent mutuellement, assainissent les rapports, font disparaître les preuves. Votre arrestation n'était pas seulement une intimidation. C'était un message à toute la communauté sur ce qui arrive aux professionnels noirs qui ne restent pas à leur place. Ce que ni Dubois ni son réseau corrompu ne réalisaient,
C'est que leur escalade n'avait fait que renforcer la résolution de Mark et accélérer le calendrier du FBI. L'arrestation, destinée à neutraliser une menace, avait au lieu de cela fourni aux enquêteurs fédéraux précisément le modèle de preuve dont ils avaient besoin pour démontrer comment le système corrompu opérait. Mais alors que Mark passait cette nuit sous protection du FBI, Dubois rencontra son réseau d'agents et de fonctionnaires corrompus au chalet du lieutenant Leclerc au bord du lac d'Annecy, où ils célébrèrent leur victoire apparente et planifièrent leurs prochaines actions contre le médecin qui osait défier leur autorité. Il acceptera l'accord de plaider coupable quand nous aurons fini avec lui, se vanta Dubois. Ignorant que sa chute avait déjà commencé, la campagne de harcèlement systématique orchestrée par le réseau de Dubois s'abattit sur la vie de Mark avec une précision chirurgicale dans les jours suivant son arrestation. Alors que le FBI avait réussi à obtenir la suspension temporaire des accusations de drogue en attendant une enquête, Dubois et ses alliés avaient des méthodes d'application de pression bien plus insidieuses que le simple système juridique. La première attaque vint de l'hôpital européen Georges Pompidou où Mark avait bâti sa réputation comme l'un des neurochirurgiens les plus talentueux de France en 11 ans de service dévoué. La chef du service de chirurgie, le docteur, Éléonore Mercier, appela Mark dans son bureau avec une expression troublée, faisant glisser un dossier jaune sur son bureau. Nous avons reçu 3 plaintes distinctes mettant en question vos qualifications médicales et votre compétence chirurgicale au cours des dernières 48 heures, expliqua-t-elle. Sa voix portant la lassitude de quelqu'un pris entre la politique institutionnelle et la loyauté personnelle. Le conseil d'administration de l'hôpital a demandé un examen complet de vos dossiers des 6 derniers mois. Mark ouvrit le dossier pour trouver des lettres anonymes citant des préoccupations concernant la sécurité des patients et des insinuations selon lesquelles son diplôme de médecine pourrait inclure des informations falsifiées. L'entête du Conseil national de l'ordre des médecins rendait la menace indubitable. Sa licence d'exercer la médecine, obtenue après 14 années épuisantes d'études et de formation, était maintenant en jeu. Je suis ciblé, Éléonore, expliqua Mark, prenant soin de ne révéler que ce qui était nécessaire sans compromettre l'enquête fédérale. Ces plaintes sont apparues immédiatement après mon arrestation injustifiée. Ce n'est pas une coïncidence. Bien que le docteur Mercier sembla compatissante, ses mains étaient liées par les protocoles de l'hôpital. Prenez 2 semaines de congé administratif payés pendant que nous menons l'examen, offrit-elle. Le meilleur compromis qu'elle put gérer sous la pression des membres du conseil qui avaient déjà reçu des appels de citoyens concernés par l'emploi par l'hôpital d'un médecin faisant face à des accusations de drogue. L'attaque professionnelle ne représentait que la salve d'ouverture. Lorsque Mark rentra chez lui ce soir-là, son quartier habituellement calme de Neuilly-sur-Seine avait été transformé. De grossiers graffitis racistes défiguraient la porte de son garage, les injures peintes en rouge étant visibles depuis la rue. Sa boîte aux lettres avait été brisée. Des factures et des magazines éparpillés jonchant la pelouse soigneusement entretenue où Amara avait jadis joué enfant. Mais le plus troublant était le véhicule de police banalisé qui passait maintenant devant sa maison toutes les 2 heures. Les agents à l'intérieur ne faisaient aucune tentative pour cacher leur surveillance alors qu'ils photographiaient sa maison et toute personne qui entrait ou sortait. À l'intérieur, Amara, 16 ans, était assise à l'îlot de cuisine. Sa personnalité habituellement vibrante éteinte par le message qu'elle avait reçu à l'école ce jour-là. Quelqu'un a mis ça dans mon casier, expliqua-t-elle, faisant glisser son téléphone vers son père. Le texte d'un numéro inconnu contenait des détails personnels sur sa routine quotidienne ainsi qu'une simple menace. Ton père aurait dû se mêler de ses affaires. Toi aussi. Mark contacta immédiatement l'agent Chen, qui arriva dans l'heure, pour documenter le harcèlement croissant et assigner une équipe de protection à Amara. Déguisée en service de sécurité privée embauché par des voisins concernés après les récents actes de vandalisme. La couverture médiatique locale ne fit qu'aggraver leurs défis. Un reportage de 3 minutes sur France 3 présenta la situation comme un différend entre un médecin respecté et le département de police, plutôt que de dénoncer le schéma évident de harcèlement ciblé. Le journaliste mentionna 3 fois la prétendue possession de drogue de Mark, tout en donnant 2 fois plus de temps d'antenne au porte-parole de la police. Le sergent Dupuis, qui insista sur la politique de tolérance zéro du département envers les substances illégales. Quel que soit le statut du suspect dans la communauté, l'agent Chen conseilla à Mark de ne pas accorder d'interview, sachant que tout ce qu'ils diraient publiquement pourrait compromettre leur dossier en cours de construction. Ils essaient de vous isoler, expliqua-t-elle lors d'une conversation sécurisée dans la cuisine de Mark pendant que les techniciens du FBI passaient la maison au peigne fin pour détecter tout dispositif de surveillance. D'abord, ils attaquent votre crédibilité professionnelle, puis votre sécurité personnelle, puis ils utilisent la couverture médiatique pour semer le doute sur votre caractère. Ce sont des tactiques de pression standard pour vous forcer à reculer. Mark luttait contre l'impact sur sa famille, en particulier Amara, qui avait toujours vu son père comme quelqu'un de respecté et admiré dans leur communauté. Peut-être que je devrais me retirer de l'enquête, suggéra-t-il, regardant sa fille par la fenêtre alors qu'elle était assise dans le jardin. L'adolescente insouciante regardant maintenant constamment par-dessus son épaule.
Nous pouvons trouver un autre moyen de construire le dossier sans la mettre en danger. L'agent Chen comprit sa préoccupation, mais offrit une perspective différente. Le réseau de Dubois vous a déjà identifié comme une menace. Reculer maintenant ne garantira pas votre sécurité. Ils voudront toujours faire de vous un exemple. Notre meilleure protection est d'avancer et de démanteler toute leur opération avant qu'ils ne puissent faire plus de dégâts. Pendant que Mark se débattait avec ses choix impossibles, Dubois poursuivait sa campagne, accédant illégalement aux bases de données de la police pour fouiller dans les antécédents de Mark. Sa persistance finit par lui fournir ce qu'il croyait être une arme dévastatrice, dans le dossier d'admission de Mark à la faculté de médecine. 20 ans plus tôt, il n'avait pas déclaré une citation pour intrusion juvénile. Une omission technique que Dubois pensait pouvoir utiliser pour contester sa licence médicale pour cause de fraude. L'obsession de Dubois à détruire Mark révéla la profondeur de sa corruption et de son animosité raciale. Mais elle créa aussi les premières fissures dans son alliance. L'agent Kevin Roussel, le jeune partenaire de Dubois depuis 3 ans, avait rejoint la police avec de véritables intentions de servir la communauté. Initialement entraîné par l'influence de Dubois et intimidé par les conséquences de la dénonciation, Roussel avait rationalisé les petites corruptions dont il avait été témoin. Mais la campagne contre le docteur Duval franchissait une ligne qu'il ne pouvait ignorer. Surtout après avoir appris que sa propre sœur avait été patiente de Mark après un accident de voiture 2 ans plus tôt. La conscience de Roussel l'emporta finalement sur sa peur. Il demanda une rencontre privée avec Mark, utilisant un téléphone portable pour organiser un rendez-vous dans un restaurant d'un quartier neutre. « Ce qu'ils vous font n'est pas juste », avoua Roussel autour d'un café. Sa voix basse et ses yeux scannant constamment les visages familiers. Dubois est allé au-delà des raquettes de protection et des pots de vin. Il est obsédé par l'idée de vous abattre, faisant appel à toutes les faveurs, menaçant quiconque ne l'aide pas. Je ne peux plus en faire partie. Le jeune agent fit glisser une clé USB sur la table, contenant les enregistrements des recherches illégales de Dubois dans les bases de données. Des messages internes discutant des preuves plantées, et une feuille de calcul traçant les paiements des entreprises locales aux agents en échange d'un traitement préférentiel. Faites attention à la façon dont vous utilisez cela, avertit Roussel. S'il remonte jusqu'à moi, il n'eut pas besoin de terminer sa pensée. Mark reconnut à la fois la valeur de ces informations et l'énorme risque que Roussel avait pris en les fournissant. Le FBI peut vous protéger, offrit-il. Mais Roussel secoua la tête. Pas encore prêt pour ça. Je voulais juste que vous sachiez que tout le monde dans la police ne soutient pas ce qui vous arrive. En partant, Mark réalisa que la campagne de pression avait produit un résultat inattendu, en poussant si fort. Dubois avait créé la première brèche dans la solidarité de son réseau. Pendant ce temps, à l'hôpital, Mark fit face à l'enquête du conseil avec la même dignité calme qui avait caractérisé sa réaction à toutes les preuves. Lorsqu'on lui présenta les preuves de Dubois concernant son dossier d'admission à la faculté de médecine, Mark ne nia pas la citation juvénile, mais expliqua les circonstances. À 17 ans, il avait été pris dans une bibliothèque universitaire après les heures de fermeture. Étudiant dans un espace auquel il ne pouvait pas accéder aux heures normales car il n'avait pas encore les accréditations d'étudiant. Plutôt que de se mettre sur la défensive, Mark livra un discours passionné sur le racisme institutionnel et la responsabilité des professionnels de la médecine de s'opposer à l'injustice sous toutes ses formes. Si vous permettez à ces attaques sans fondement de réussir, dit-il aux membres du conseil réunis, vous envoyez un message à chaque professionnel noir de cette ville, l'excellence ne vous protégera pas. Les qualifications ne vous protégeront pas. Et le système trouvera toujours un moyen de vous remettre à votre place. Est-ce l'héritage que l'hôpital européen Georges Pompidou veut créer ? Ces mots résonnèrent auprès de nombreux membres du Conseil, en particulier ceux qui avaient travaillé à ses côtés pendant des années et reconnaissaient la nature coordonnée des plaintes. À la fin de la réunion, l'hôpital avait non seulement réaffirmé son soutien, mais avait offert de publier une déclaration publique condamnant le ciblage apparent de son personnel. Cette petite victoire donna à Mark un moment d'espoir au milieu de la pression croissante. Mais il savait que le